Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de l'étape numéro 18 de ce Tour de France 2022. Et oui, on est déjà dans le final, dans le money time vraiment de ce Tour de France. Et on va voir un petit peu ce qui peut se passer dans cette étape numéro 18. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape, plus votre grosse cote. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également ajouter la petite cloche et encore mieux, mettre toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Donc c'est vraiment c'est un petit plus, voilà, encore mieux que l'abonnement, toute la notification. Dernière arrivée au sommet, dernière étape du triptyque pyrénéen, dernier moment pour les grimpeurs pour faire la différence face aux coureurs un peu plus polyvalents qui auront un dernier contre-la-montre, même si le contre-la-montre du côté de Rocamadour ne sera pas si facile, encore une fois, mais c'est la dernière solution, la dernière étape du triptyque pyrénéen. Et c'est le moment ou jamais pour faire la différence. C'est-à-dire que après cette étape-là, il ne faudra pas avoir de regrets si on est grimpeur, si on n'a pas gagné d'étape, si on n'a pas réussi à faire la différence, parce que ça sera fini, le Tour de France. Si vous avez des Français qui veulent gagner une étape et qui sont grimpeurs, c'est sur cette étape-là. Après, ça sera trop tard. Donc c'est vraiment le dernier moment pour animer la course, pour se montrer presque, parce que le lendemain, Cahors, ça peut arriver au sprint, on peut avoir une échappée, mais ça peut être compliqué qu'une échappée quand même aille au bout, même si les sprinteurs sont fatigués, mais il y aura un duel vraiment important. Là, et pour les grimpeurs, ça sera compliqué Cahors, parce que si vous avez un coureur rapide dans un petit groupe devant, si vous avez un Walscheid, vous battrez jamais Walscheid. Donc c'est vraiment une dernière arrivée au sommet, dernière étape. Des Pyrénées qui étaient quand même moins difficiles que les Alpes cette année, mais qui vont quand même nous proposer quelque chose d'intéressant avec un classique vraiment sur cette étape, Hautacam, le départ à Lourdes, arrivé à Hautacam avec l'Aubisque et le Spandel. C'est la seule surprise, c'est un peu Spandel parce que l'Aubisque et Hautacam sont vraiment des classiques du Tour de France, des montées qui sont un peu plus longues également que la veille. On est sur des temps d'effort un petit peu plus longs. Le dénivelé positif de cette journée, 4036 mètres sur une étape qui est également un peu plus longue, on va dire, que l'étape de la veille, 144 km entre Lourdes et Hautacam. On regarde tout de suite le profil. Il faudra faire attention aux descentes qui peuvent être techniques sur certaines parties. Et puis on montera un petit peu plus haut, 1700 mètres pour le col de Bisque. Sur cette étape. Donc départ de Lourdes pour aller à Hautacam. Sur une carte, ça fait une grande boucle en fait presque, parce que Hautacam c'est à peu près à la même, place que Lourdes. On va dire c'est à la même longitude. Donc c'est à peu près pareil, on va dire. Longitude ou enfin c'est à la même. Voilà. Si vous prenez la France, Lourdes c'est au nord de Hautacam, mais vous tirez un trait droit avec une règle, c'est sur la même ligne, donc ça va être une grande boucle en fait pour aller à Hautacam, en sachant que sur la première partie on ira vers l'ouest et que sur la fin on ira vers l'est. On va y arriver. Lourdes, un peu comme la veille, 60 km à peu près de plat pour atteindre le premier sprint intermédiaire. On aura notamment Asson, Saint-Pé de Bigorre, Louviers, Jouizon, et puis on arrive à Larins pour le kilomètre 58.5. Donc l'échappée, je pense, sera partie à ce moment-là, surtout si la veille, l'étape a été assez animée, et on partira pour donc cette montée du col d'Aubisque, 17 km 1, 7% de moyenne, col hors catégorie. On a l'impression comme ça sur la carte que c'est régulier, parce que vous voyez qu'un trait noir, sauf que c'est un peu plus complexe que ça, ce col d'Aubisque. Alors sur les 7 premiers kilomètres, j'ai envie de dire que c'est assez roulant, c'est pas extrêmement difficile. Et puis au bout de 7 km, vous voyez, on aura un passage à 8,7%. Et puis ensuite, on va avoir en fait très peu de passages un peu moins compliqués. Il y aura un passage à 6,5. Le dernier kilomètre qui est à 7,4%. Mais bon, on sera toujours aux alentours de 7,5, voire 8, 8,5. Quasiment 9%, on aura même un kilomètre à 9,1% entre le kilomètre 14 et 15. Donc c'est assez difficile quand même sur les 10 derniers kilomètres.
ce col de Bisque, et auparavant il aura fallu déjà grimper un petit peu, donc il faudra faire attention, surtout qu'on est dernière grosse étape de montagne du Tour. Le Tour a quand même été exigeant, notamment avec la chaleur, notamment avec le rythme sur la première semaine, notamment avec la deuxième semaine qui n'était pas facile, notamment avec le col du Granon. Donc ça peut être compliqué, surtout que ce sommet du col de Bisque, en fait, il est à 60 km de l'arrivée. Donc là aussi, c'est pas une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, c'est pas très loin. Le col de Bisque, descente qui se fait, on va dire, en deux parties. Il y a une petite bosse au bout de 6 km, 5-6 km de descente. Et puis ensuite, on arrive à Ferrières au kilomètre 99, c'est-à-dire à 45 km de l'arrivée. Pour le col de Spandel, 10 km 2 à 8,3% de moyenne, code de première catégorie. Spandel, c'est pas simple. Alors, c'est pas le Granon, mais c'est pas simple. Faut pas croire que c'est un col facile, Spandel. C'est pas parce qu'on a 1300 mètres d'altitude que c'est facile. Notamment le pied, 10%. Autre passage compliqué entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Là également, on sera au-delà, on sera aux alentours de 10%. Et la pente la plus basse, c'est le dernier kilomètre et demi à 6,6. Sinon, on ne descend jamais en dessous de 7%. C'est une montée qui n'est pas foncièrement en plus régulière, parce que vous voyez, on peut avoir 8,8 et puis après 7%. Donc c'est pas totalement régulier, mais c'est surtout que c'est dur quand même. Spandel, ça pourrait permettre de lancer les hostilités, surtout qu'en haut de Spandel, on sera qu'à 30 km de l'arrivée, 34 précisément, et surtout on ne sera pas très loin en fait du pied de Hautacam. On sera à une vingtaine de kilomètres du pied de Hautacam, donc ça aussi c'est à prendre en compte. On passera à Argelès-Gazost, à Eiros-Arbouy, au kilomètre 131, qui sera à peu près le pied de ce col d'Hautacam. 13 km 5 à 7,9% de moyenne, col hors catégorie. 1515 mètres d'altitude pour Hautacam. Bon, on va le voir tout de suite, mais c'est un classique, Hautacam. C'est dur tout le temps, en fait. Il y a juste un passage à 5,5 avec des pentes vraiment qui sont effroyables sur la deuxième partie de montée. Mais c'est long, Hautacam en plus, c'est 13 km quand même. Ça aussi, c'est à prendre en compte, donc c'est vraiment pas facile. Et puis, c'est tout le temps dur, en fait. C'est tout le temps dur. Il y a peu de passages pas faciles, faciles. C'est un peu plus régulier que Spandel, quoique. On a quand même entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10, 6, 7. Après, oui, vous avez 10,9% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, 9,7 derrière, 9,4 entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11. Et puis sinon, aux alentours de 7,5, 8%. Et puis voilà, c'est la dernière grosse arrivée au sommet de ce Tour de France. Donc c'est sûr que les jambes commencent à être bien fatiguées sur une étape qui ne sera pas encore facile de contrôler avec seulement 144 km pour cette étape, donc entre Lourdes et Hautacam. On passe tout de suite à l'histoire du Tour de France. Et aujourd'hui, on parle du Tour 2014 avec l'étape numéro 18. Tiens, comme aujourd'hui. Lors de cette journée, les coureurs doivent parcourir 145 km entre Pau et Hautacam. On passe notamment par le Tourmalet lors de cette étape. À ce moment-là de la course, Nibali est imbattable sur le Tour 2014 et la victoire ne semble plus pouvoir lui échapper et impossible pour ses adversaires. Il faut savoir que Nibali en fait prend l'avantage très tôt dans le Tour 2014, il prend l'avantage dès la deuxième étape, où il va prendre le maillot jaune. Il va ensuite y avoir l'étape des pavés, où Froome abandonne et où il va prendre une belle avance sur ses adversaires. Ensuite, il y aura une tentative un petit peu de Contador, mais Contador va tomber assez vite en fin de première semaine. Et ce qui fait que Nibali en fait, se retrouve dans les Alpes déjà seul. Il y a déjà plus beaucoup d'opposition face à Nibali. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le Tour 2014, c'est la bagarre pour le podium. Et la bagarre pour le podium, elle sera importante jusque dans le dernier contre-la-montre. Dès le départ de l'étape, on a une grosse échappée de 20 coureurs qui se forment. On a notamment Thomas Voeckler, Brian Cocard et Kevin Reza pour Europcar. Chavanel et Marcel Weiss pour Yam. Nieve pour la Sky, Larseboom et Biel Kadri, vainqueur quand même de l'étape numéro 8 sur ce Tour 2014. Rezou Serra, alors pour tout vous dire, quand je l'ai re-regardé, c'est une étape qui m'avait absolument pas marqué. J'avais aucun souvenir de la victoire de Biel Kadri. C'est un coureur qui pourtant avec un petit palmarès quand même, mais qui m'a jamais fait une grande impression. Plus que ça, c'est vrai que la carrière de Biel Kadri, elle ne m'est pas restée vraiment en mémoire.
Nous avons Jesus Serrada et Ion Izagirre, Alexandro De Marchi et Marco Marcato pour la Calandal, Thiago Machado, Bartosz Uzarski pour une étape, donc qui est l'ancêtre de la Bora, pour ceux qui ne sauraient pas. Et puis il y avait également Yuri Trofimov pour la Katusha, Jan Bakeland pour Omega Pharma Quick-Step, Julien Simon de la Cofidis, et puis du côté de Bretagne, Séchant Environnement, Florian Guyou. Nous avions également du côté de la FDJ Mathieu Ladanius, qui est un petit peu de la région, et puis Daniel Hoss pour la BMC. Alors cette échappée prend rapidement 5 minutes d'avance, mais le peloton et surtout Nibali veulent remporter cette étape de prestige. On attaque le Tourmalet à 80 km de l'arrivée et Chavanel va lancer les hostilités. Il attaque le premier avec Brian Coquard. Bon, Chavanel, déjà à ce moment-là, il se concentre vraiment foncièrement sur les classiques. Il a plus beaucoup de qualité en montagne à ce moment-là déjà. On sent que c'est déjà le début de la fin chez Yam Chavanel. Donc il attaque le premier avec Coquard. Rapidement, ils sont rattrapés et lâchés par Bielkadri et Nieve. Les deux qui vont passer en tête en haut du col, ils ont 1 minute 40 sur 3 hommes, Yuri Trofimov, De Marchi et Bartosz Uzarski, et 4 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune composé notamment de Nibali, Valverde, Pinot, Van Garderen, Jean-Christophe Perrault et son équipier Romain Bardet. Dans la descente, vous avez une attaque d'Alejandro Valverde qui récupère ses équipiers qui se trouvaient dans l'échappée matinale, notamment Jesus Serrada et Ion Izagirre. Mais son attaque ne durera pas très longtemps, elle sera rattrapée assez vite par le groupe Nibali. Vraiment du côté d'Astana, on ne veut pas lâcher cette étape. On attaque la montée vers Otakam et Mika Nieve décide d'attaquer. D'entrée, elle se débarrasse facilement de Bielkadri. Il faut savoir que déjà dans le Tourmalet, Bielkadri s'était vraiment énormément accroché pour suivre la roue du Basque. Il a une avance très faible sur le groupe maillot jaune où Astana continue de rouler à 10 km de l'arrivée. Chris Horner de la Lampre sort tout seul dans le groupe maillot jaune. Il est suivi par Nibali qui va contrer quasiment tout de suite et partir seul à 8 km de l'arrivée. Il rattrape Nieve qu'il dépose dans le groupe de poursuivants. Le maillot à poids Maïka accélère. Ensuite Pinot va attaquer à 2 reprises pour lâcher Van Garderen et Perrault. Valverde, lui, n'arrive pas à suivre. Il est déjà lâché à ce moment-là. Alejandro Valverde, il sera le grand perdant de cette journée. Devant, Nibali s'impose avec 1 minute 10 d'avance sur Pinot qui est entre-temps à rattraper Rafał Majka. Le Polonais s'est assuré le maillot à poids du côté des Champs-Élysées. On retrouve ensuite Jean-Christophe Perrault. Romain Bardet finit 6e. Valverde perd 2 minutes à la 10e place. L'Espagnol se retrouve désormais 4e du général avec 3 secondes de retard seulement sur Perrault et 15 secondes de retard sur Pinot qui est 2e. Nibali quant à lui a plus de 7 minutes d'avance, donc autant vous dire que maintenant il peut rouler l'esprit léger. Du côté des célébrités, en cyclisme nous avons Bruno Armirail qui est de la région, qui ne participe pas à ce Tour de France. Hubert Harbe, j'espère que je prononce bien, qui a été coéquipier de Bernard Hinault, notamment à la Renault. Christophe Dupoué, qui a été champion du monde de VTT en 98, 4e des Jeux en 96, mais qui est tristement décédé en 2009. Parmi les autres célébrités, bien entendu à Lourdes, le miracle, Bernadette Soubirous. Nous avons également quelqu'un qui n'avait pas réussi à faire de miracle, notamment, je crois me souvenir, pendant la canicule de 2003, c'est Philippe Douste-Blazy, qui je crois était ministre de la Santé pendant la canicule de 2003 et qui avait été le boulon, le siège éjectable, vraiment le boulon sur lequel on avait tapé en premier suite à cette crise. Jean Prat, du côté du rugby. À Otakam, nous avons également Jacques Chancel. Alors Jacques Chancel, grand personnage de télévision, notamment qui a créé le Grand Échiquier, qui a été repris par Anne-Sophie Lapix, mais c'est une émission, je me demande pourquoi on l'a reprise, parce que c'est quand même très vieillot. Mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup sur le Tour de France, c'est un passionné de cyclisme, et il a créé en fait l'ancêtre de Vélo Club, qui s'appelait à l'époque À chacun son tour, qui était une émission où on revenait sur l'étape du jour avec les coureurs et où il y avait parfois des débats, et des débats assez houleux. Notamment, il y a un débat qui est assez connu parce qu'on lui a remis dans la tête plusieurs fois à Marc Madiot. Marc Madiot face à Jeannie Longo, où on parle du cyclisme féminin, ça va être 88 ou 89 à l'époque, et où Marc Madiot dit grosso modo qu'il n'est pas très pour le cyclisme féminin parce qu'il trouve qu'une fille sur un vélo c'est pas très gracieux. Et il y a un débat avec Jeannie Longo là-dessus.
Du côté de la météo, comme quoi Marc Madiot a quand même bien changé, parce que ça a été un homme qui a quand même beaucoup fait pour le cyclisme féminin en France ces dernières années. Du côté de en mettant de l'argent, enfin, en aidant à ce que la FDJ mette de l'argent dans l'équipe Nouvelle-Aquitaine, et puis également en prêtant le matériel, tout ça, il y a eu pas mal de choses de faites du côté de Marc Madiot qui a quand même changé d'avis au niveau du cyclisme féminin. Du côté de la météo, soleil, avec des températures en légère hausse, 28 à 30 degrés en plaine. Il fera un peu plus faible en altitude, mais je rappelle qu'on est en dessous des 1500 mètres quand même une grande partie de la journée. Donc c'est à partir de 1500 mètres où vraiment souvent l'air devient un peu plus... Enfin, la température devient un peu plus facile, mais l'air devient un peu moins oxygéné aussi. Il y a une vraie frontière à 1500 mètres. Vent d'est ou de nord-est parfois, donc il sera de dos en début de journée et qui sera de face en fin de journée dans les montées, entre 10 et 25 km/h, mais qui devrait être assez régulier ce vent, donc pas trop de soucis. Du côté de la stratégie, soit l'échappée va au bout, parce que les leaders sont fatigués, parce que les écarts sont trop importants, parce qu'on n'arrive plus à faire la différence, soit aussi parce qu'on décide de faire deux courses en une, c'est-à-dire une bagarre entre les leaders, mais qui se déclencherait tardivement du côté de Takam, soit bagarre entre les favoris et victoire devant entre les favoris. Du côté de mes pronostics, j'ai décidé de mettre Thibaut Pinot. Les températures sont un peu plus faibles, c'est des montées qui peuvent lui convenir. À Thibaut Pinot, je mets Charman, qui est un coureur puissant. Il y a Vlasov et plus forcément un coureur à protéger, vu les écarts, donc je pense que ça peut être intéressant pour Charman. Vingegaard, parce que je pense que c'est des montées qui correspondent bien à ses qualités aussi. Et puis en grosse cote, je mets Rigoberto Urán, mais j'y crois vraiment pas des masses au Colombien qui traverse un peu ce Tour de France comme l'homme invisible. Du côté des horaires, départ réel, 13h40 à La Reims, le sprint intermédiaire qui sera également le pied du col de Bisque entre 15h et 15h08. On sera à 84,7 km de l'arrivée précisément. Au pied du col de Spandel, 16h31, 16h53, au Takam entre 17h25 et 17h54 pour cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!